La résistance française, ses exploits, ses opérations commando pour déstabiliser l'ennemi, j'en étais. Oui, je travaillais pour le SOE, puis pour l'OSS, durant la Seconde Guerre mondiale. J'étais devenue l'espionne la plus recherchée de la Gestapo. Vous voulez connaître mon histoire ? Alors je vais vous la raconter dans ce documentaire. Je m'appelle Virginia Hall. Je suis née le 6 avril 1906 à Baltimore, dans le Maryland aux États-Unis. Ma mère s'appelle Barbara, elle a épousé mon père, qui est son patron, un riche banquier de la ville, qui possède de surcroît un cinéma. Il s'appelle Edwin Lee Hall, surnommé Ned. Ma mère voulait une vie aisée où elle ne manquerait de rien. Nous avons une maison de campagne, à Boxhorn Ferme, dans le Maryland. Dans cette maison, il n'y a pas de chauffage central et l'eau est pompée par le ruisseau du voisin. Tu parles d'une maison de campagne. L'appartement où nous vivons est au centre de Baltimore, mais mes parents ne sont pas propriétaires de cet appartement, qui est plus ou moins élégant. Quand j'ai atteint l'âge d'être courtisée par des jeunes hommes aisés, ma mère était plutôt satisfaite, car pour elle, le mariage était le moyen pour une femme de vivre aisément. Mais moi, je ne veux pas. Alors je n'hésite pas à porter un pantalon et une chemise à carreaux pour calmer les ardeurs de ces hommes. Dans l'annuaire scolaire de 1924, je devais avoir 18 ans, j'ai inscrit une phrase de Shakespeare, qui me correspond parfaitement. Je veux avoir une liberté aussi étendue que le vent, et je veux souffler sur qui il me plaira. Tout ça, bien entendu, ne correspond pas au projet de ma mère, mais c'est ma vie. Je chasse à la carabine, je dépèce les lapins moi-même, et je monte à cheval, parfois sans selle. Je me souviens avoir été à l'école avec un bracelet de serpent vivant. Oui, je suis une sorte d'aventurière, comme mon grand-père, qui a voyagé en mer. Je suis avant tout une personne irascible et impulsive. D'ailleurs, mes camarades de classe ne vous diront pas le contraire. Mais je sais m'organiser et faire preuve d'initiative. Tout le monde me considère comme une leader et on m'a même élue déléguée classe, rédactrice en chef du journal de l'école et capitaine de l'équipe sportive, tandis que d'autres me voient comme la prophète de la classe. Ça, par contre, j'en suis pas si sûre. Mon frère aîné, John, lui a étudié la chimie à l'université de l'Iowa, avant de travailler avec mon père, comme c'était prévu. Quant à moi, j'aime explorer de nouveaux horizons, être une aventurière. Mon père est indulgent face à mes opinions, mais ma mère, elle veut que j'abandonne mes goûts pour l'aventure, pour laisser place à des valeurs plus sûres et avoir une maison à la mode. C'est à l'âge de 19 ans que j'ai finalement décidé de suivre les idées de ma mère. Je me suis donc fiancée, afin d'être comme toutes les femmes de mon âge, avoir une vie domestique. Mon fiancé est un jeune homme riche et bien élevé. D'ailleurs, ma mère approuve ses fiançailles. Mais il me trompe sans arrêt. La vie de famille n'est pas pour moi, et le monde dans lequel je vis compromet ma liberté. Je me suis donc séparée de ce jeune homme qui ne pense qu'à batifoler avec d'autres jeunes femmes. D'ailleurs, il s'est marié 3 fois, et il a rendu ses 3 épouses malheureuses. Je veux explorer le monde, plutôt que d'avoir un mari et un foyer. Je me souviens que nous avons régulièrement voyagé en Europe, lorsque j'étais enfant, et nous avions une nounou allemande qui était très élégante. Ça m'a inspiré la soif du voyage. J'ai fait mes preuves en langue à l'école et maintenant je rêve d'utiliser ces langues apprises pour voyager et rencontrer d'autres personnes. Je veux montrer que je peux être à la hauteur des hommes dans la société. Mon père, de qui je suis très proche, m'a permis de passer 7 années à venir dans 5 universités prestigieuses. Finalement,
Il est le seul à me soutenir dans ce projet ambitieux. En 1924, je suis partie pour Cambridge, dans le Massachusetts, et je suis entrée à Radcliffe. Mais l'atmosphère dans cette université m'ennuie. En 1925, je suis entrée au Bernard College de Manhattan, qui est beaucoup plus métropolitain. J'ai pu assister à de nombreux spectacles dans les théâtres de Broadway. Mes professeurs ne sont pas impressionnés et me voient comme une étudiante moyenne, selon leurs termes. Il est vrai que je ne participe pas à la vie du campus et je n'assiste pas aux cours d'éducation physique. Par contre, j'adore le français et les mathématiques. Je déteste le latin et la théologie, mais je n'ai pu obtenir mon diplôme en travaillant dur. Pour moi, ce lieu ressemble trop à la maison. Je ne peux pas rester là. Par contre, Paris me semble un endroit parfait pour espérer quelque chose. J'ai réussi à persuader mes parents de me laisser partir à l'étranger pour étudier. Pour moi, Paris est la première porte vers la liberté. En 1926, alors que j'étais âgée de 20 ans, je suis allée de l'autre côté de l'Atlantique. Je me suis inscrite à l'école libre des sciences politiques. C'est ici que j'ai découvert les scènes artistiques, autant que littéraires et musicales. J'étais attirée par Joséphine Baker, qui était célèbre pour ses représentations de Charleston aux Folies Bergères. Dans les cafés Saint-Germain et les clubs de jazz de Montmartre, j'ai rencontré des actrices, des pilotes de course, des intellectuels et des politiciens en herbe. Je fumais, je buvais et je dansais avec tous. J'apprenais plein de choses avec mes nouveaux amis. Enfin, je me sentais libre d'être moi-même. Merci Paris. À l'automne 1927, je décide d'entrer au Consular Academy de Vienne pour étudier les langues, l'économie et le journalisme. Avec un minimum d'efforts, je réussis à obtenir de bonnes notes. Et en même temps, je profite de la vie viennoise, qui est festive et frénétique. Je suis très élégamment vêtue. Un officier de l'armée polonaise, qui se prénomme Émile, m'accompagne lors de promenades sur les rives du Danube. Il adore mon esprit libre, et mon cœur succombe à son charme. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Mais ma mère m'interdit de le revoir, parce qu'elle a peur que je m'installe définitivement en Europe. Je décide d'obéir, et je romps mes fiançailles. Pendant très longtemps, j'ai gardé une photo d'Émile sur moi, mais sans me douter que je ne le reverrai jamais plus. C'est avec le cœur brisé que je décide de quitter l'Europe pour revenir chez moi. Je ramène mon diplôme, mais je crois dur comme fer en l'émancipation féminine. En Europe, j'ai pu perfectionner 5 langues étrangères. Le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien et le russe. Mais avec un accent horrible. J'ai appris énormément de choses sur la culture, la géographie et surtout la politique européenne. À Vienne, par exemple, j'ai vu des groupes fascistes triompher lors de flambées sanglantes. Lors de mes nombreux voyages, j'ai vu le Parti national-socialiste d'Adolf Hitler gagner rapidement en popularité. En Italie, et ce depuis 1925, Benito Mussolini a décidé de déclarer la guerre à la démocratie. Et il a mis en place un État policier. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment précis, j'ai ressenti un nuage sombre qui se rapprochait de plus en plus en Europe. Et avec lui, la fin des libertés qu'elle avait connues jusqu'à présent. En juillet 1929, je rentre au Maryland. Le krach boursier va ruiner ma famille. Mon frère John va perdre son emploi dans l'entreprise familiale de construction et de finance. Mes études à l'université George Washington, à Washington DC, sont un peu compromises. Mais grâce à mes notes, je peux postuler au département d'État pour devenir diplomate professionnel. Un rêve qui m'est cher. Grâce à mes connaissances linguistiques et à mes études universitaires, je m'attends à réussir l'épreuve d'entrée. Mais je ne m'attendais pas à un rejet aussi rapide. Les hauts fonctionnaires du département d'État semblent peu disposés à accueillir les femmes dans leur rang. Je ne compte pas me laisser faire. J'essaie de soutenir mon père qui est désespéré face à la perspective de sa propre ruine. Le 22 janvier 1931, il sort comme à son habitude de son bureau au centre-ville de Baltimore. Quand il s'effondre sur le trottoir, il est victime d'une crise cardiaque. Il meurt quelques heures plus tard. Ça a été un coup dur pour ma famille, mais pour moi, c'est encore pire. Une partie de mon âme s'est effondrée avec lui. Mon frère John, sa femme et ses 2 enfants ont emménagé avec ma mère à Boxhorn Farm et ils attendent de moi que je me tienne tranquille. Mais ils se trompent pas. Je pars à la recherche d'un emploi. En août 1931, je m'apprête avec une grande impatience à partir pour Varsovie, où un poste de bureau m'attend à l'ambassade américaine. Je quitte sans regret Baltimore pour rejoindre les rangs du département d'État. Avec mon niveau d'études, je suis devenue secrétaire comme ma mère l'était. Mais je me fais vite remarquer, surtout pour la qualité de mon travail. Je code et décode des télégrammes, je m'occupe du courrier, je traite les visas diplomatiques et j'envoie à Washington des rapports sur la situation politique, qui est de plus en plus tendue. J'ai une certaine impression que mes études et mon expérience sont gâchées derrière cette machine à écrire.
Ce n'est qu'1 an plus tard que mes patrons et mon ami Elbridge, qui est désormais vice-consul, me soutiennent pour mon entrée à l'examen dans le corps diplomatique. J'ai confiance en ma réussite, mais je n'ai jamais reçu l'épreuve de l'oral et j'ai donc manqué la date limite de candidature. Je suis donc une nouvelle fois rejetée. Très en colère, je demande à être transférée à Smyrne, en Turquie, une affectation qui va être parfaite pour moi, car il y a à proximité les lagunes et les marais salants de Delta de Gédis, qui est célèbre pour pouvoir y apercevoir des pélicans et des flamants roses. Dans cet endroit, mes fonctions sont les mêmes qu'à Varsovie. Peu de temps après mon arrivée, je commence à monter avec des amis des expéditions de chasse à la bécassine dans les marais. Le vendredi 8 décembre 1933, par jour clair et doux, je décide de me préparer à une nouvelle journée de chasse. Ce jour-là, les oiseaux, à long bec, qui étaient nombreux, et nous étions tous très excités. Je décide de tirer sur l'un des oiseaux la première. Et par distraction, je n'ai pas enclenché le clan de sûreté. Je franchis d'un pas décidé une clôture en fil de fer qui traverse les hauts roseaux du marais, puis je trébuche. Mon arme glisse de mon épaule et se prend dans mon manteau qui m'arrive aux chevilles. Quand j'ai tendu la main pour attraper mon fusil, j'ai malencontreusement tiré à bout portant dans mon pied gauche. Alors je perds beaucoup de sang. Je sens mes yeux qui se ferment. La blessure est grave. C'était une cartouche émoussée et pleine de billes plomb sphériques. Mes amis essaient désespérément de stopper l'hémorragie et improvisent un garrot. Puis ils m'emmènent rapidement à l'hôpital. Les médecins de Smyrne ont agi vite. Et bien. Je commence à me rétablir tout doucement. Mais juste avant Noël, mon état se dégrade soudainement. Le chef de l'hôpital américain d'Istanbul et 2 infirmières sont convoqués d'urgence. Dès qu'ils arrivent, ils constatent que mon pied gauche est devenu noir. Je ne ressens que des douleurs dans mon corps. Ils ont alors dit que j'avais une gangrène qui se propageait rapidement dans le bas de ma jambe. Comme il n'y a aucun traitement, ils décident, pour me sauver la vie, de m'amputer la jambe juste en dessous du genou. Je me remets tout doucement, mais j'ai un énorme chagrin qui me ronge le cœur. Tout le monde exprime de la pitié envers moi. Je n'ai plus aucun avenir, si ce n'est de rester dans un lit d'hôpital pour le restant de mes jours. Le consul américain, Perry George, demande que l'on prévienne ma mère de cet incident. Ma mère est complètement effondrée. Puis elle reçoit un nouveau message qui lui annonce que ma vie est hors de danger. Même les journalistes en parlent dans la presse. 11 jours plus tard, une nouvelle infection me dévore ce qui restait de ma jambe gauche. Les médecins locaux m'injectent des choses mystérieuses dans le genou pour tenter de le sauver. La douleur est quotidienne. Je ne peux plus vivre comme ça. Une nuit, je me réveille et j'ai la vision de mon père qui apparaît près de mon chevet. Il me dit que je ne dois pas abandonner. Mais si je ne supporte plus ma douleur, il reviendra me chercher. Je ne suis pas croyante, mais je sais au plus profond de moi que mon père m'a laissé ce message pour que je me batte afin de vivre. Je m'en sors miraculeusement. Beaucoup sont étonnés de ma résistance. Je suis transférée dans un hôpital plus moderne d'Istanbul pour ma convalescence. Au cours de ces semaines, je décide de me battre pour qu'on ne me voie pas comme une invalide. En mai 1934, je décide de retourner au travail, mais les médecins me donnent une prothèse en bois rudimentaire qui n'est pas du tout adaptée. Je devrais donc marcher avec une paire de béquilles. Après autant de mois au lit, rien que quelques pas me semble une torture. Je suis épuisée. De plus, la blessure me fait encore mal. Je me sens seule et démunie de tout. Je commence à développer une dépression physique et émotionnelle. Quelques jours plus tard, je prends le bateau pour rentrer aux États-Unis. J'arrive à New York 1 mois plus tard. Ma famille, qui attend sur le quai, me voit arriver en boitant lentement. Je suis admise dans un hôpital où on effectue une série d'opérations dites de réparation. Après ces opérations, on me fournit une nouvelle prothèse, beaucoup plus moderne. Une jambe de bois peinte avec un pied en aluminium qui pèse environ 4 kilos. Le fait de me déplacer avec cette jambe est un test d'endurance chaque jour. Je ne pourrai plus pratiquer ce que j'aimais car la douleur, elle, reste bien présente. Et je crois qu'elle le restera pour toute ma vie. Pendant les mois d'été à Boxhorn Ferme, je réapprends tout doucement à marcher. En novembre 1934, j'ai hâte de retourner travailler. Et finalement, j'obtiens une nouvelle affectation en Europe. Cette fois, je dois aller à Venise. Par contre, j'espère ne plus jamais aller en Turquie, car ce pays me rappelle beaucoup de mauvais souvenirs. J'ai toujours demandé à ce qu'on ne m'accorde pas de dérogation spéciale pour ma charge de travail. Je veux être comme tout le monde. J'essaie de dissimuler mon handicap en faisant de longues enjambées, mais ma démarche traînante est marquée, surtout quand je suis fatiguée. Je n'apprécie pas du tout les marches sur les pavés glissant des ruelles. J'ai donc imaginé une solution, pour le moins ingénieuse, avoir ma propre gondole. Je me suis installée dans un palais historique.
Mon appartement a un balcon avec vue imprenable sur le Grand Canal. Je commence à recevoir de nouveau des personnes. J'ai même invité ma mère à passer quelques mois chez moi, car j'ai besoin d'aide par moment. Mon moignon me fait très mal sous la chaleur humide de Venise. Ma mère n'a jamais approuvé que je travaille loin d'elle. Et finalement, elle décide de ne plus venir me voir. Fin de l'année 1936. Je décide de faire une nouvelle tentative pour devenir diplomate. Grâce à mes 5 années de service à l'étranger pour le département d'État, je ne suis plus obligée de passer l'examen d'écrit. Seul un entretien suffit. Je décide de retourner aux États-Unis en 1937 pour suivre ma candidature. J'ai désormais 30 ans et je sais que mes 3 légations différentes vont être à mon avantage, car j'ai beaucoup de connaissances politiques, locales à offrir. Mais ma candidature est rejetée d'emblée, parce qu'il y a une règle qui interdit aux amputés de faire de la diplomatie. Je pensais que ce n'était qu'un obstacle à franchir, et malgré mon combat pour réussir à devenir diplomate, tous ont refusé de me rencontrer. Même si j'ai de nombreux soutiens qui ont été jusqu'au bureau du président Roosevelt pour plaider ma cause, toute cette énergie pour rien. Je ne sais pas si c'était une punition, mais on m'a donné l'ordre de quitter Venise pour me présenter à la légation américaine de Tallinn en Estonie, qui est un État de plus en plus autoritaire. Avant de m'y rendre, je demande à effectuer un léger détour pour Paris, pour faire réparer ma prothèse. On me répond que les frais de ce voyage ne seront pas remboursés. Bien, si c'est comme ça, je vais me rendre dans la capitale française par mes propres moyens. Une fois sur place, fort heureusement, je peux compter sur le réconfort des vieux amis. Vers la fin juin, j'arrive à Tallinn, où je commence à travailler. Dans les vastes forêts vierges d'Estonie, je décide de chasser de nouveau, même si c'est marécageux et difficile. Quoi qu'il en soit, mon travail est devenu ennuyeux. Je réponds au téléphone et je remplis des papiers alors que l'Europe entre en guerre. Je vois avec effroi la rencontre entre le Premier ministre britannique Neville Chamberlain et Hitler à Munich en 1938 pour parler de paix. L'Estonie est également gagnée par la fièvre nationaliste. Je redoute désormais un avenir sombre. Mes espoirs de promotion sont anéantis parce qu'on voit une femme handicapée comme sans importance. En mars 1939, je décide de démissionner du département d'État. Ma carrière dans ce domaine est terminée. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne lance une attaque éclair contre la Pologne. Le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. L'URSS, voisine à l'Estonie, souhaite également étendre son territoire. Fin octobre 1939, je décide de m'envoler vers le Royaume-Uni. Une fois arrivé, j'abandonne ma machine à écrire et je me porte volontaire pour l'Auxiliary Territorial Service, la branche féminine de l'armée britannique. Je me présente au bureau de recrutement avec mon passeport et les sergents me déclarent que les étrangers ne sont pas les bienvenus. Un refus de plus à mon tableau. Mais je ne m'avoue pas vaincue. En février 1940, je décide de retourner à Paris et je m'engage dans le 9e régiment d'artillerie français pour conduire les ambulances pour le service de santé des armées. Je n'ai aucune compétence médicale, mais je suis titulaire du permis de conduire et ce service est l'un des rares à être ouvert aux femmes volontaires ainsi qu'aux étrangers. Je reçois un accord favorable et un cours intensif de premiers secours. Le 6 mai 1940, je reçois l'ordre de me présenter dans une caserne à proximité de Metz, au nord-est de la France, près de la ligne Maginot, qui devait représenter une barrière imprenable pour les futures attaques allemandes. Je décide d'écrire à ma mère, en lui disant que je suis bien traitée, dans une maisonnette où on ne manque pas de nourriture. Ma mère parle de moi à des journalistes de Baltimore Sun, en déclarant qu'elle ne comprend pas pourquoi je fuis le confort de la vie domestique pour ces difficultés. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que je veux me rendre utile. Le 10 mai 1940, les Allemands lancent leur attaque éclair par les Pays-Bas et la Belgique, et contournent la ligne Maginot par les Ardennes belges, qui ne sont pas défendues. La guerre avance rapidement sur le territoire français, et je suis consternée de voir la plupart des ambulanciers de mon unité abandonner les mourants, là où ils se trouvent. Je me mets en route pour Valençay, dans la vallée de la Loire. J'avais entendu dire qu'un colonel français continuait à recueillir les blessés. L'armée française s'est effondrée et elle a besoin d'aide. Alors je décide de répondre à cet appel. Pendant plusieurs semaines, je ramène des soldats à Paris, où je dois demander des coupons de carburant et des laissez-passer aux autorités nazies qui sont installées à l'hôtel Meurice. J'ai remarqué que grâce à ma nationalité américaine, je suis considérée comme neutre et je jouis de plus de liberté que mes camarades français. Croyez-moi, une pensée a commencé à se former dans ma tête. Le maréchal Pétain a pris le pouvoir. Il ne tarde pas à demander l'armistice. Celui-ci sera signé le 22 juin à Compiègne, dans un wagon où la reddition de l'armée allemande a lieu en 1918. Hitler signe un acte de capitulation. Et de ce fait, il touche la France en plein cœur.
Quant à moi, je suis démobilisée et je pars finalement retrouver un vieil ami de mes années d'étudiante, qui vit avenue de Breteuil à Paris. Et j'ai enduré les tirs sur la route. Maintenant, nous subissons le couvre-feu strict, des meurtres de représailles et les premières rafles au sein de la capitale. Ce qui me dégoûte est de voir l'autorité française complice de ces actes barbares. Je suis déçue de constater que l'Amérique refuse d'aider ses anciens alliés. Mais je suis déterminée à aider ma chère France à récupérer ses anciennes libertés. Je décide de retourner quelque temps à Londres et d'attendre. Je veux prouver ma valeur dans cette bataille de la vérité contre la tyrannie. Pour rejoindre l'Angleterre, je n'ai pas d'autre choix que de passer par l'Espagne, dirigée par Franco. Puis je prends le train pour aller au Portugal, afin d'y prendre le bateau direction l'Angleterre. Alors que je me renseigne à la billetterie, un homme vient me parler. Il s'appelle George Bellows, et je lui raconte tout ce qui se passe en France. La pénurie de nourriture, les arrestations massives, etc. Pendant que je fais mon récit, je vois qu'il m'écoute très attentivement. Il souligne mon courage. Au moment de me quitter, il me laisse un numéro de téléphone. Celui d'un ami à Londres, comme il dit. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre qu'une fois arrivée en Angleterre, je vais devoir reconduire des ambulances. Finalement, je décide de laisser ce numéro de téléphone dans ma poche. J'hésite à provoquer une nouvelle fois des angoisses à ma pauvre mère. J'arrive à Londres le 1er septembre et je me présente à l'ambassade américaine. Je fais savoir que je suis une ancienne employée du département d'État. Je leur demande un emploi temporaire avant d'être rapatriée. Dès mon entrée, je ne suis pas très bien accueillie. Mais je rédige un rapport détaillé sur ce qui s'est passé en France, comme le couvre-feu, les pénuries alimentaires et comment les Français continuent à se comporter avec dignité, à l'exception des prostituées qui fréquentent les Allemands sans vergogne. Dans les 15 jours, l'attaché militaire m'engage pour être sa nouvelle secrétaire. Et me voici de nouveau devant une machine à écrire. Les semaines passent vite, mais les nuits, elles, sont longues. Les Allemands bombardent Londres sans arrêt. Peu avant Noël, ma mère me demande de revenir rapidement aux États-Unis. Je décide finalement de revenir. Mais on me refuse le billet de retour pour les États-Unis. J'ai attendu trop longtemps depuis ma démission. Je suis donc seule à Londres. Je me rappelle que j'ai ce numéro de téléphone en poche, je le regarde attentivement, puis je décide de l'appeler. Au bout de l'appareil, c'est Nicolas Boddington, un ancien correspondant de Reuters à Paris. Avec son épouse, qui est américaine, ils ont décidé de m'inviter à dîner pour la nouvelle année. J'arrive devant cette maison en stuc blanc. Boddington me met à l'aise et nous absorbons un bon repas. Seulement, je n'ai aucune idée du travail de mon hôte dans cette guerre. Il me parle de son exaspération face à l'échec de la section F, qui n'a pu infiltrer un seul agent malgré 6 mois d'efforts. Je décide donc de dévoiler mon plan. Puisque je ne peux plus rentrer en Amérique, je décide de retourner en France. J'irai faire pression sur mes anciens contacts département d'État pour obtenir un visa. Mon itinéraire est déjà tout tracé. Revenir en Espagne, traverser la frontière en train pour gagner la Côte d'Azur, aider les réfugiés, mais surtout envoyer des reportages aux journaux de mon pays. Comme je le lui signale, je peux voyager en France sans me cacher, puisque l'Amérique est neutre. Une fois que j'ai terminé mon récit, Boddington veut m'engager. Il me convoque pour un test qui s'appelle PTC, Putting Through the Card. Ce test sert à rechercher des traces de connexion allemandes dans des vastes archives blindées, remplies de cartons, de dossiers conservés sur des personnes indésirables. La section F est convaincue que je suis un atout majeur pour elle. Le 17 février, on me propose un emploi. Et ce n'est plus du tout un travail de secrétaire. Je suis devenue la première femme agent de la section F. Je suis chargée de coordonner le travail des chefs de la résistance locale et des futurs agents du SOE. Je démissionne donc du département le 1er avril 1941 pour commencer à préparer ma mission secrète. En juillet 1941, je remarque que la section F ne compte plus que 10 personnes en formation et je suis la seule femme et la seule handicapée. On a remarqué ma prothèse. On m'a demandé si je pouvais monter à cheval, naviguer sur un bateau, tirer, escalader des montagnes, faire du ski ou du vélo. J'ai répondu que oui. La seule chose que je ne sais pas faire, c'est boxer. Je ne peux pas courir à cause de ma prothèse. Mais pour la première fois, on ne m'a pas jugée comme une handicapée. Ça m'a remonté le moral. Je n'abandonnerai pas aussi facilement. Le jour de mon départ a été retardé, à cause du département d'État qui refuse de me fournir un visa. À croire qu'ils veulent pas me lâcher. En mai 1941, le SOE a réussi à parachuter 2 agents français, Pierre de Vaumécourt, sous le surnom de Lucas, et un opérateur radio, Georges Béguet, qui seront mes seuls liens avec la France. Tous deux ont demandé que je sois en France le plus rapidement possible, mais ma couverture de journaliste pose problème. Le SOE a demandé à Ralph Ingersoll, propriétaire du magasin américain PM, qu'il me prenne comme pigiste, mais il refuse.
Le SOE s'est alors approché de George Baker, l'éditeur extrêmement cordial du New York Post, qui accepte que je sois sa correspondante accréditée. Le cabinet de Churchill me pose des problèmes à son tour. Les femmes ne sont pas considérées comme combattantes et ne sont pas protégées par les lois internationales en temps de guerre. Pour ce cabinet, je suis une Américaine et se pose sans cesse la question de savoir s'ils peuvent me faire confiance. En fait, seul mon handicap ne m'est pas reproché. Quelle ironie. Finalement, mon club de soutien a réussi à persuader les sceptiques en leur rappelant que la nationalité des recrues n'a aucune importance tant qu'elle était fidèle à la cause anti-nazie et à l'effort de guerre britannique. Ma mission est désormais confirmée. Je suis agent de liaison et de renseignement dans la France de Vichy. Je n'ai pas le grade militaire, parce que l'examen médical m'aurait conduit à un refus, en raison de ma prothèse. Mais bon, pour l'instant, je dois réaliser un rapport général sur les conditions des opérations et aider les autres agents qui me suivent. Maintenant, je dois subir l'entraînement spécial du SOE. Pendant quelques jours, je suis enfermée dans une maison cachée de la New Forest, au nord de Bournemouth, où j'apprends les bases du codage, de la guerre clandestine et de la sécurité, comment diffuser la propagande pro-britannique, comment n'utiliser que des noms de couverture ou des noms de code sur le terrain, et surtout, apprendre à apparaître naturel et ordinaire tout en faisant des choses non naturelles et extraordinaires. Les journées commencent à 6h du matin et finissent tard dans la soirée. J'apprends à repérer une filature en regardant dans une vitrine, puis à la semer en faisant demi-tour. J'apprends à changer d'adresse, à fabriquer des encres secrètes. En fait, c'est de l'urine qu'on réchauffe. Incroyable, non? Et à dissimuler ma personnalité en modifiant un rire, un geste, un comportement distinctif. J'apprends également à sceller des documents microfilmés dans de minuscules récipients, puis à les insérer dans mon nombril ou mon rectum, ou dans une petite fente de mon talon métallique. J'apprends à fouiller dans un bureau sans laisser de traces de mon passage, jusqu'à remettre de la poussière sur une surface lisse, et à m'approcher d'une maison bien gardée sans faire de bruit. Un cambrioleur m'a même appris à crocheter les serrures. Il y avait du personnel qui s'habillait en uniforme allemand, et qui m'a fait subir des exercices standards d'un interrogatoire de la Gestapo, en me réveillant en plein milieu de la nuit, avec des crosses de fusil, des lumières aveuglantes et des cris. Je peux également m'entraîner au tir et apprendre à m'en servir sous pression. Mais la Grande-Bretagne manquant à ce moment-là de munitions, j'ai surtout appris à charger et à décharger un Sten. Je me suis entraînée à tirer avec toute la gamme des armes à la disposition du SOE. Puis je me suis vue remettre, comme à tous les agents, le revolver Colt 32. J'ai reçu le dernier briefing dans un appartement qui avait été loué par la section F. Je me souviens que l'appartement était luxueusement meublé, mais la salle de bain était macabre. Elle était entièrement noire. C'est Arthur Parks qui m'a accueilli dans le couloir. Quand il souriait, on voyait ses dents en or. On m'a alors dit que je devais dire à ma mère que j'allais quelque part en Europe. On m'a indiqué où je pourrais avoir le droit de tuer et de quelle manière. On m'a donné des comprimés L, ce qui signifie létal, qui sont de minuscules comprimés de cyanure, que je peux également utiliser si je ne peux plus supporter la douleur que m'infligeraient les Allemands pour obtenir de moi des informations. J'ai pour instruction de ne tuer que si ma vie et celle de mes camarades sont en danger. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a prévenu que la première élimination est la plus difficile. Je suis désormais prête à laisser ma vie passer derrière moi. Et je pars le 23 août 1941 sur un navire qui doit m'emmener à Lisbonne et ensuite vers l'inconnu. Je sais que je dois survivre et que mon handicap peut me protéger, car pour certains, je n'ai pas l'allure d'un agent secret, mais je sais aussi que ça va me rendre plus visible. Le 4 septembre 1941, je me déclare à la gendarmerie sous mon vrai nom comme citoyenne américaine, et je déclare que je suis une envoyée spéciale pour le New York Post. Je montre alors une preuve, et je signale que j'ai envoyé par câble de la Western Union un article qui s'intitule « Exclusivité des bureaux dans les toilettes de Vichy ». Notre journaliste découvre une capitale bondée. J'ai en d'autres termes fait une superbe entrée, mais je peux déjà dire que le premier contact a été fait. Grâce à cet article, Londres peut voir que la vie en France n'est pas facile. Avec les nouveaux carnets de rationnement, on ne peut consommer que 300 grammes de viande par semaine, 300 grammes de pain par jour, et on ne peut pas avoir de riz, de spaghettis ou de chocolat. Le beurre, je n'ai même pas encore vu sa couleur. Il y a très peu de lait. Et nous, les femmes, on ne peut plus acheter de cigarettes. Londres a toujours jugé ces renseignements comme précieux. Et oui, comme ça on peut mettre au parfum les nouveaux agents qu'on envoie en France. Même les lettres sont censurées et les Allemands écoutent les conversations téléphoniques. Alors je passe des messages codés au travers de mes articles pour mes officiers traitants. Dès les premiers jours, je dois mettre en place ma couverture.
les agents de la Gestapo sont en civil dans la zone libre et moi j'essaie de manipuler les policiers de Vichy en leur parlant de leur patriotisme et de leur fierté. Dès mes débuts, j'ai pu rentrer en contact avec Suzanne Bertillon, qui était censeur en chef de la presse étrangère au ministère de l'Information de Vichy. Je dois dire qu'elle m'a beaucoup aidée et nous sommes vite devenus amis. Elle n'a jamais fait censurer mes articles et elle va créer un réseau de 90 contacts à travers la France pour me fournir des informations vitales pour l'effort de guerre britannique. Je peux ainsi recueillir des renseignements sur l'emplacement des dépôts de munitions et de carburant, les mouvements de troupes allemandes, la production industrielle et une base de sous-marins nazis en construction à Marseille, qui sera par la suite détruite par les Alliés. L'amiral William Leahy, qui est à l'ambassade américaine, a même commencé à soupçonner que je travaillais pour les services de renseignement britanniques. Je vais même parvenir à persuader certains officiers de m'aider, même s'ils risquent leur carrière, et tous vont coopérer à l'abri des regards de l'ambassadeur. J'ai très vite remarqué que la France de Vichy était pour Pétain. Elle le voyait comme un héros et ne voulait pas du tout résister contre les Allemands. Un mois plus tard, je pars vers la ville de Lyon, qui me paraît beaucoup plus prometteuse que Vichy. Surtout en raison du fait qu'elle est à 130 km de la frontière suisse. Et pour moi, qui n'ai pas d'opérateur radio, c'est une opportunité pour ouvrir un nouveau canal de communication. Lorsque j'arrive à la gare de Perrache, je me rends compte que Lyon est déjà en ébullition. Cette ville qui compte déjà 570 000 habitants voit un flot de 200 000 réfugiés arrivant du nord. Les hôtels et des pensions de famille sont pleins à craquer. Et il n'y a même pas d'appartement à louer et je n'ai aucun ami vers qui me tourner. Je suis finalement partie dans la commune voisine de la Mulatière. J'étais épuisée et j'ai décidé de frapper aux portes du couvent Sainte-Élisabeth. Heureusement, les sœurs ont eu pitié de moi et m'ont offert un lit dans une minuscule chambre de la tour. La seule condition pour y rester est que je sois rentrée avant 18h30, l'heure de fermeture des portes. Un peu plus tard, j'emménage au grand nouvel hôtel de la rue Groslay pour être au centre de la ville. L'endroit est idéal pour installer mon poste de commandement. L'hôtel dispose de plusieurs entrées, d'un accès facile au tramway numéro 3. Et surtout, il est proche du consulat américain, sur la place de la Bouze. Je m'enregistre sur le nom de Brigitte Lecontre. Je suis munie de faux papiers à ce nom, qui m'ont été fournis par le SOE. Je prends très vite mes habitudes. Je pars tôt le matin, je reviens le soir à 18h pour prendre un verre de vin au bar, tout en lisant les messages qui m'ont été laissés à la réception. Ensuite, je dîne dans un petit restaurant, juste à côté de l'hôtel, où le patron s'approvisionne au marché noir. J'ai dû oublier ma garde-robe, qui était assez chic, et mettre des tenues plus discrètes. La France avait perdu toutes ses libertés. Même les pantalons étaient interdits pour les femmes. Pour Vichy, cela représentait l'émancipation féminine. Nous devions nous habiller de manière à ne pas attirer l'attention de la police française et des Allemands. J'ai donc appris à changer d'apparence, telle une actrice de cinéma. Je change de coiffure, je porte un chapeau à large bord, je mets des lunettes, je me maquille, je porte des gants différents pour cacher mes mains, ou je mets des bouts de caoutchouc sur la bouche pour gonfler mes joues. Je peux quelquefois être 3 voire 4 femmes différentes dans l'après-midi. Je ressemble à Brigitte, puis à Virginia, après Marie, enfin à Germaine. De cette manière, je suis beaucoup plus difficile à repérer. Le vice-consul américain George White-Engill me reçoit toujours chaleureusement. Il est devenu l'un de mes collaborateurs les plus importants. Grâce à la valise diplomatique, on fait passer des messages à l'ambassade américaine de Berne et ensuite tout est envoyé à Londres. Durant le mois de septembre 1941, je dois me tenir prête pour prendre contact avec une douzaine d'agents de la section F, qui doivent commencer à arriver en parachute et par la côte méditerranéenne. Le 10 octobre, 4 hommes seront parachutés au clair de lune près de Bergerac en Dordogne, en même temps que la première livraison aérienne d'argent, d'explosifs et d'armes du SOE. L'un de ces hommes, le lieutenant Jean-Philippe Le Harivel, a reçu l'ordre de devenir mon opérateur radio. Après l'exécution collective qui a eu lieu à Nantes, j'ai envoyé un message à Londres pour raconter cette tragédie, même si ça ne concerne pas le SOE. Mais dans ce message, ils doivent comprendre qu'il faut créer une nouvelle stratégie, une formation et des fournitures bien coordonnées dans toute la France. Je dois trouver une solution pour réunir la main-d'œuvre locale afin de créer une future force de combat. Je ne suis qu'un officier de liaison, mais j'ai décidé de créer mon propre réseau sous le nom de code Heckler. Mais il est difficile de trouver des âmes qui accepteraient d'attaquer les Allemands de l'intérieur lorsque les Alliés reviendraient les libérer. Je dois empêcher les nouveaux membres de jouer les têtes brûlées ou de chercher à s'y distraire. Je dois empêcher certains de s'engager dans d'autres exercices non planifiés qui seraient inutiles. L'éclatement de la résistance française est le pire risque que nous connaissons. Le plus important, pas de sacrifice inutile. Londres m'a donné une liste de contacts qui date d'avant l'armistice. Mais je préfère créer mes propres contacts et voir en qui je peux faire confiance.
Je sais que le plus urgent, dorénavant, est de trouver des coursiers pour transporter des messages, de l'argent et des armes, mais trouver également des refuges qui doivent être plus nombreux pour cacher les agents qui y arrivent et les évader. Des boîtes aux lettres pour les personnes qui reçoivent des colis et des messages secrets sans poser des questions. J'ai surtout besoin rapidement de faux papiers d'identité, de permis de conduire et de cartes de rationnement. J'ai besoin d'être mise de toute urgence en relation avec des personnes sûres pour commencer à avancer. Cependant, la plupart des hommes parachutés sont arrêtés. Même les opérateurs radio, tous sont capturés. Londres n'a plus que moi et mon réseau pour lui fournir des informations vitales sur Vichy et l'occupant nazi. La chance est de mon côté cette fois. Voyant le manque de nourriture en France, je décide d'écrire un article dans le New York Post pour raconter que des personnes volent de la nourriture dans des paniers de courses ou démolissent les clôtures pour trouver du bois de chauffage. Les lapins qui sont élevés dans les balcons sont prisés pour la viande. Beaucoup de personnes ont perdu du poids depuis le début de la guerre. Certains ont même perdu des dents à cause de la malnutrition. Les enfants meurent de faim et ont des problèmes de croissance. Vichy est coupable de tout ce qui se passe. Elle laisse les nazis piller le charbon, la viande, les légumes, les fruits et le poisson pour son effort de guerre. Ça me répugne. Même moi, je maigris à cause du manque de nourriture. Je me rends au consulat américain et George Whittingill me présente un pilote de la RAF qui avait été gravement brûlé par l'incendie de son bombardier au-dessus de la Belgique en mai 1940. Il s'appelle William Simpson. Il attend d'être rapatrié en Grande-Bretagne. En discutant avec lui, il m'a proposé de rencontrer une femme lyonnaise opposée aux nazis qui pourrait s'enrôler et m'aider à créer une organisation de la résistance répondant aux ordres de Londres et du SOE. Il me dit qu'elle s'appelle Germaine Guérin et qu'elle est copropriétaire de l'un des bordels les plus prospères de la ville. Elle est couverte de bijoux, de soie et de fourrure. Lors de notre rencontre, on se méfie l'une de l'autre et elle ne cache pas qu'elle est réticente à joindre un réseau officiel et de prendre ses ordres d'une étrangère. Finalement, elle accepte de se joindre au réseau. Pour elle, c'est le seul espoir de revoir la France libre. Elle accepte de mettre à disposition une partie de son bordel et 3 autres appartements comme planque. Je sais à ce moment précis qu'elle va être l'un des piliers de toute mon opération à Lyon. La maison de Germaine est devenue le point de ralliement pour de nombreux agents du SOE, passant à Lyon, mais également pour les Juifs qui fuient la zone occupée ou les évadés qui cherchent à gagner l'Espagne. Le SOE a confirmé que mon réseau est solidement établi, avec une liste de recrues exceptionnellement utiles et engagées. Germaine a beaucoup d'influence, notamment sur un riche ingénieur lyonnais, Eugène Genet, qui dispose de passeports pour franchir la ligne de démarcation militarisée entre les 2 zones françaises. Il m'a proposé de convoyer mes messages au groupe clandestin de Paris, m'offrant la possibilité d'étendre mon réseau bien au-delà de ma base de Lyon. Le beau-frère de Genet est le chef de la police locale, et il se laissera convaincre de ne pas s'intéresser de trop près à ce que je fais. Il doit aussi me prévenir lorsque ses agents sont sur le point d'organiser une descente ou de procéder à une arrestation. Les filles qui travaillent pour Germaine vont prendre beaucoup plus de risques pour me fournir des renseignements. Elles donnent des boissons à leurs clients pour leur délier les langues, et quand ils tombent endormis, elles fouillent leurs poches pour trouver des papiers intéressants à photographier. J'avais une mauvaise opinion d'elles, et je le regrette. Maintenant, ce sont mes amies, les michetonneuses. Elles utilisent même de l'héroïne, passée en contrebande de Londres, par la valise diplomatique américaine. Les clients allemands ivres voulaient essayer juste une fois, pour tenter, et voir ce que cela faisait. Certains en deviennent accros, et mystérieusement incapables de travailler. Certains pilotes découvrent subitement que leur vue est affectée et qu'ils ne pourront plus voler. Une forme de guérilla périlleuse et peu orthodoxe, mais très efficace. Germaine me présentera une autre personne, qui a beaucoup de liens. Il s'agit du docteur Jean Rousset, qui a un cabinet de gynécologie et de dermatologie dans un bâtiment ancien. Cet endroit va devenir mon poste de commande privé. Le docteur avait installé un faux asile d'aliénés à l'étage supérieur pour servir de cage supplémentaire. Les Allemands ne viendront certainement pas chercher là. On leur a appris à craindre les maladies mentales et à éviter tout endroit avec des camisoles de force, des cris et des hurlements. Le docteur va devenir mon assistant le plus précieux. Je l'ai nommé Pépin. Il est devenu mon lieutenant. J'ai également été présenté à Robert Leprévost, un ancien du service des renseignements français. Il apprend aux pilotes à avoir une démarche plus européenne, à ne plus mettre les mains en poche et à ne plus mâcher de chewing-gum. George Whittingill va également m'aider à secourir les évadés.
Les aviateurs britanniques ont été informés que s'ils étaient abattus, ils devaient se rendre au consulat américain de Lyon et se déclarer ami d'Olivier. C'est un mot de passe qui lui permet de rentrer en contact avec Marie Monin, autrement dit, moi en personne. Avec l'aide de Germaine, on peut les cacher et les nourrir, puis organiser leur fuite hors de France. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Mes journées sont longues et bien occupées. Je veux d'abord développer mon réseau dans Lyon et puis à l'avenir dans le sud de la France et au-delà. J'ai recruté un fabricant de parfums, Joseph Marchand, qui fournit une planque pour les agents et qui va diriger l'un des réseaux du SOE. Jean et Marie-Louise Joulian, mes anciens amis de l'université à Boston, et qui sont propriétaires d'une usine au puits, cachent des fugitifs dans les montagnes de Haute-Loire et me prêtent de l'argent quand je ne reçois rien de Londres. Je recrute un faussaire, un graveur très respectable, dans une galerie marchande de haut de gamme. Monsieur Chambriard est devenu un expert dans la copie des papiers officiels, qui trompe toujours les inspecteurs les plus exigeants. Tous savent le risque qu'ils prennent en se joignant à moi, mais tous veulent retrouver une France libre et combattre l'oppression. Moi, je refuse de prendre parti. Les clans politiques, que ce soit les communistes ou les gaullistes, quand ils sont ensemble, n'arrêtent pas de se disputer. Je veux me présenter comme une force unificatrice à tous ceux qui veulent vraiment faire passer la victoire avant tout, et quelles que soient leurs allégeances. Je me suis rendue à Marseille avec Robert Le Prévost pour organiser des filières d'évasion, puis à Avignon pour recruter des femmes comme coursiers et mettre en place une cache pour un futur opérateur radio. Puis je me suis rendue au Puy, où j'ai engagé un transporteur qui se nomme Eugène Labourier pour fournir des camions afin de récupérer les fournitures de futurs parachutages et les stocker dans un entrepôt. Je me suis ensuite rendue chez Francis Bazin, nom de code Olive, à Antibes, pour l'aider à développer son réseau embryonnaire sur la Côte d'Azur, un endroit idéal pour accueillir les nouveaux agents et pour les faire partir par bateau. J'ai également rendu visite à d'autres contacts à Perpignan, près de la frontière espagnole, pour mettre en place les filières d'évasion à travers les Pyrénées. J'ai rencontré des avocats sympathisants qui m'ont transmis des informations précieuses sur les prisonniers alliés et sur la solidité des accusations portées contre eux. Je retourne régulièrement à Vichy, à l'ambassade, où je recueille des renseignements politiques auprès de mes contacts au sein des sphères gouvernementales. J'ai même réussi à infiltrer la sûreté, cette ersatz de Gestapo qui avait tendu le piège de la Villa des Bois. J'ai fini par identifier et recruter Marcel Lessia, un Corse basé à Limoges, puis j'ai enrôlé son adjoint, Élisée Allard, et son patron, Léon Gutt. Maintenant, je sais quand vont avoir lieu les futurs pièges, un atout majeur dans ma poche. Dorénavant, j'ai des yeux et des oreilles dans pratiquement tous les lieux qui comptent pour le renseignement. Pour préserver ma couverture, je continue à écrire des articles de journaux. Mes articles ont tellement plu aux éditeurs que j'ai même reçu une prime de 1000 francs. Par contre, les articles les plus sensibles sont envoyés directement au SOE afin d'éviter d'attirer l'attention sur moi. J'évite de donner mon point de vue. Mais je suis de plus en plus en colère, surtout face au traitement envers les Juifs, qui sont exclus de pratiquement toute profession prestigieuse ou influente. Il y a de plus en plus de contrôles de la Gestapo ou de la police. Mais dans le train, j'ai remarqué que les policiers vérifient toujours les personnes installées aux places les moins chères. Je me suis donc arrangée pour réserver ma place en première classe. Je mémorise l'adresse de ma destination plutôt que de l'écrire, mais chaque voyage est dangereux. Ma prothèse m'interdit de sauter du train pour courir et de me mettre à l'abri, donc j'essaie de trouver des solutions pour éviter de me faire attraper. Le danger le plus grand, ce sont les agents doubles et les traîtres, ou ceux qui sont arrêtés et torturés, et sont remplacés par des agents de la sûreté ou de la Gestapo. Je veux éviter cet autre agent du SOE, Georges Duboudin, alias Alain, car il est instable. Je refuse de le mettre en contact avec mon propre réseau. J'ai donc envoyé un message à Baker Street pour dire de laisser tomber cette piste, mais il a reçu l'ordre de prendre le commandement de mon réseau. Mes agents n'ont confiance qu'en moi seul. Lui n'est jamais présent lors de réunions importantes et n'est pas sérieux. Je n'ai pas confiance en lui. Et le SOE sait que mon travail est plus sérieux que le sien. D'ailleurs, on m'avait surnommé la tante universelle de tous nos agents en difficulté. Charmant comme surnom. Le bar du Grand Nouvel Hôtel, où je me rends régulièrement pour prendre des messages, est désormais connu comme endroit où obtenir de l'aide.
Londres commence à s'inquiéter que l'endroit puisse bientôt être compromis. Mais j'ai la chance d'avoir des contacts dans la police, qui viendraient m'avertir du danger si une descente devait avoir lieu. C'est vrai, j'aide tout le monde, ceux qui veulent envoyer des messages à Londres, ceux qui viennent juste d'arriver et qui viennent à moi pour avoir de l'aide. Alors je leur donne du tabac, des tickets de nourriture, du vin et des coupons pour les vêtements, des chaussures et le savon. Je suis appréciée pour cette aide. Une aide que moi, je n'ai jamais reçue quand j'en avais besoin. Je me souviens par exemple d'avoir accueilli un nouvel agent, Peter Churchill, qui était affamé et que j'ai invité à dîner dans mon restaurant préféré. Tout à coup, il a prononcé le mot Angleterre. Je l'ai interrompu et je lui ai dit que ce nom était interdit ici. Le mot qu'il pouvait dire pour parler de l'Angleterre, c'était « chez nous ». Comme à toute nouvelle recrue, j'ai dit d'apprendre à être comme un Français, à essuyer la sauce de son assiette avec du pain, à ne pas mettre les couverts en parallèle une fois le repas terminé. Je sais que ça fait partie de l'éducation britannique, mais il faut oublier tout ça. Pour se fondre encore plus dans la masse, je lui ai appris à faire comme tout citoyen qui n'a plus de cigarettes. Il faut ramasser les cigarettes au sol, ou alors il faut rouler des cigarettes dans une feuille morte. Après un court séjour en France, Peter Churchill est retourné à Londres pour faire un rapport à la section F. Il a rapporté qu'Alain était tyrannique avec moi et qu'il fallait le faire revenir à Londres avant qu'il ne cause plus de dégâts. Peter Churchill avait eu pour mission cette fois d'apprendre ce qu'ils étaient advenus des douzaines d'agents arrêtés à la suite de la catastrophe de la Villa des Bois. Je l'ai accompagné lors de son périple pour aller à Marseille. À la sortie du train, j'ai repéré des agents de la Gestapo qui contrôlaient les billets. Je l'ai emmené dans le café de la gare, bondé de monde, puis nous sommes sortis par une porte latérale non surveillée. Ensuite, nous avons arpenté les rues de Marseille et il m'a demandé si les rumeurs sur ma fausse jambe étaient vraies. Je lui ai confirmé plus tard en tapant ma jambe creuse contre une table. J'aime bien faire courir des rumeurs sur ma jambe. Au moins, ça fait naître des histoires un peu bizarres. Je l'ai averti de la présence d'agents infiltrés de la Gestapo, qui patrouillent sans cesse sur la corniche. Peter m'a dit qu'il devait rencontrer un magistrat qui devait l'aider. En échange de l'information, il devait lui donner 1 million de francs à titre d'encouragement pour libérer ses hommes. J'étais assise à une terrasse de café en train d'écrire des cartes postales quand je l'ai vu revenir. Il avait le visage décomposé et déçu. Je lui ai suggéré de s'adresser à Madame Germaine Poince-au-Chapuis. Quand nous l'avons rencontrée, elle lui a dit que les détenus n'étaient plus à Marseille, mais dans une prison fortifiée de Périgueux, à 300 km de là. J'ai voulu payer cette femme pour l'information, mais elle refusa, alors qu'elle se promenait en haillons. La mission pour les libérer avait été confiée à Olive, sur la Côte d'Azur, plutôt qu'à moi. Du coup, Churchill a donné le 1 million de francs à Olive. Un autre contact français du SOE, André Girard, nom de code carte, annonça que certains de ses sources s'attendaient à ce que les hommes soient libérés immédiatement. Il avait assuré à Churchill que personne, pas même moi, ne devait se mêler de cette affaire. Il allait s'en occuper personnellement. J'ai donc, au cas où, préparé des cachettes et des filières d'évacuation pour les agents en prison. Je veux toujours rester utile, au cas où ça ne se passerait pas comme prévu. Nous terminions une réunion avec Olive dans un café. Quand nous nous apprêtions à partir, nous avons entendu une nuée de bruit, d'agitation, avec des sifflements, des cris et des hurlements, et des dizaines de policiers armés qui couraient, ordonnant aux clients de s'aligner contre le mur. Je me tenais à côté d'Olive quand nous avons réalisé que nous étions tombés dans un piège. J'essayais de trouver une issue, mais le commissaire de police du district est entré et a inspecté chaque personne interpellée. Olive a pris mon bras. Je pensais que c'était un geste de réconfort, mais en fait, c'était juste un signal pour dire que nous étions ensemble. L'inspecteur l'a remarqué et nous a désignés pour qu'on soit enfermés dans l'arrière-boutique, où il s'occuperait de nous en privé. Olive et moi avons été enfermés dans la réserve, où nous avons entendu la porte du verrou se fermer derrière nous. Nous avons cru que notre destin était scellé, mais on s'est aperçu que la pièce donnait sur une ruelle par une petite fenêtre. Pendant que nous grimpions l'étroite ouverture, nous entendions les autres clients hurler à l'extérieur, parce qu'ils devaient monter dans un camion en face du café. J'ai passé ma jambe valide par-dessus le rebord et j'ai pu tirer Cuthbert, ma prothèse, avant de redescendre de l'autre côté. J'ai suivi Olive du mieux que j'ai pu pour pouvoir m'échapper, puis aller chercher Churchill. Je surveillais la ruelle pendant qu'Olive entrait dans le café pour aller chercher l'anglais. Olive nous a emmenés dans une rue latérale, tout en continuant à regarder derrière nous. Il a expliqué à Churchill qu'il faisait des descentes dans les cafés.
Puis on a grimpé rapidement dans des escaliers vers un appartement sûr où il a pu verrouiller la porte. C'est à ce moment qu'il nous a expliqué qu'il avait été ami avec l'inspecteur de police avant la guerre, qu'il avait reconnu et qui nous a ensuite donné une chance de nous échapper. Nous devions sortir de la ville. Mais j'ai conseillé d'attendre jusqu'au matin, car les rafles allaient continuer pendant la nuit. Churchill m'a alors raconté qu'il avait été escroqué. Je lui ai dit que c'était certainement des gangsters de la mafia qui se faisaient souvent passer pour des policiers de Vichy. Ensuite, ils organisaient un autre racket qui consistait à vendre aux Allemands des résistants présumés en échange d'argent et des biens de leurs victimes. Puis je les rassurai. Je lui ai dit que maintenant, il allait voir la vie différemment. Une fois en Grande-Bretagne, il ne se souviendrait plus de toutes ces frayeurs, mais seulement de l'excitation que cela avait procuré. Le 7 décembre 1941, les Japonais ont attaqué la base marine américaine à Pearl Harbor. L'Amérique a déclaré la guerre à l'Empire du Japon. Les Allemands, pour soutenir leurs alliés nippons, ont déclaré la guerre aux États-Unis. George Baker, du New York Post, m'a envoyé un câble pour m'exhorter à rentrer. Il savait que j'étais en danger dorénavant, ma couverture de journaliste ne m'offrant plus de protection. À Lyon, c'est désormais Jean Moulin qui est le chef de la résistance et qui tente d'unifier les hommes du maquis autour d'une même personne, celle du général de Gaulle. Pour moi, c'est une figure distante et une source de division. J'ai décidé de refuser de partir de France. Je dois rester ici et continuer la lutte. Ma seule concession pour mes articles pour le New York Post, il y a cette mention inscrite « Somewhere in France », ce qui veut dire « quelque part en France ». Puis les lettres en provenance de la Grande-Bretagne se sont raréfiées. Je me suis sentie seule, inquiète, voire déprimée. Mais je leur ai dit dans une lettre que je me remettrais. À la fin, je concluais toujours avec des vœux très britanniques. « Cheers », ce qui veut dire « bien à vous ». Alors on m'a assigné un surnom qui est « Dandy ». Mais je devais changer et être beaucoup plus agressive. Et dès qu'il y aurait une possibilité de nuire à l'ennemi, eh bien, il fallait le faire. À la fin d'un après-midi de février, Ben Comburn frappe à ma porte en étant mal rasé et les vêtements complètement crasseux. Je le fais rentrer avant qu'il n'attire l'attention. Il me dit que je suis en danger, que les Allemands me connaissent et savent où je vis. Tout en gardant mon sang-froid, je lui demande de me raconter cette histoire. Pierre de Vaumécourt, nom de code Lucas, cherchait un émetteur radio pour communiquer avec Londres et avait rencontré dans un café des Champs-Élysées une certaine Mathilde Carré, surnommée la Chatte, à cause de ses yeux verts. Elle était la maîtresse du chef d'un réseau de renseignement polonais à Paris, l'Interallié. Et elle confirma à Lucas qu'elle pouvait utiliser l'émetteur de son amant qui avait été arrêté en envoyant un message sous son nom à Londres. Mais elle était également sous un autre nom de code, Victoire, et elle était avec un sous-officier de l'Abwehr à qui elle transmettait tous les messages radio de Lucas et tous ceux qu'il recevait du SOE. L'Allemand savait désormais lire et décoder les messages de Lucas à la section F, ainsi que les réponses. Il a commencé à rassembler des détails sur les autres agents de Lucas dans toute la France. Il a été intrigué par une figure non détectée jusqu'à présent dans la région du Rhône, moi. Lucas a commencé à se méfier, mais il était trop tard. Cet Allemand avait déjà un certain nombre de noms et d'adresses clés. Lucas a interrogé la Chatte et elle lui a avoué qu'elle était un agent double. Normalement, Lucas aurait dû éliminer la Chatte, puis se cacher et prévenir tout le monde du danger. Mais il a préféré sauver sa peau, en convainquant la Chatte d'être une agent triple et de travailler pour les Alliés tout en restant en contact avec les Allemands. Il souhaitait l'emmener à Londres pour l'interroger et persuader Baker Street d'utiliser Londres Radio pour piéger les Allemands en communiquant des fausses informations. Mais cet Allemand, un certain Blecher, voulait se faire passer pour Lucas et prendre le bateau avec son passager VIP. Londres a accepté, sans se douter tout ce qui se tramait. Coburn a tout prévu, le piège des Allemands, tout. Finalement, il est venu ici pour me prévenir du danger et a prévenu l'ambassade américaine à Vichy du piège qui s'était déployé afin de ne pas envoyer d'autres agents pour rien. Après avoir écouté son récit, je lui ai dit que je ne bougerais pas, car mon travail n'était pas terminé en France. Lucas est revenu en France le 1er avril et il a changé de nom de code, Sylvain. Mais les messages qu'il envoyait pour moi ont été interceptés par les Allemands. Blecher a reconnu son écriture et a demandé l'arrestation de tout le réseau de Sylvain. Lui-même sera arrêté dans un café parisien.
Grâce à mes contacts, j'ai pu alerter Londres de ces arrestations. L'imprudence d'un individu met la vie des autres en danger, encore une fois. Je sais que Bleicher cherche à savoir qui est le destinataire des messages de Sylvain. L'Abwehr, c'est tout sur Maurice Buckmaster, le SOE et la section F. Mais ne sait pas qui, en France, continue à faire avancer les choses malgré toutes ces arrestations. Il sait que le personnage clé est à Lyon. D'ailleurs, la section F est considérée à Berlin comme l'ennemi numéro 1. Pour Berlin, il est urgent de traquer et de neutraliser cet agent aussi insaisissable que dangereux. Mais je ne m'arrête pas. Je continue à mener des opérations dans toute la zone libre, avec parfois l'aide d'Olive sur la côte. Je continue à donner des informations très précieuses à Londres, telles que les rencontres avec les hauts dignitaires français et allemands, les usines où sont construits les véhicules pour l'Allemagne, etc. Pour éviter qu'on ne me reconnaisse, je change souvent d'apparence. Je change mes itinéraires, je regarde constamment si je ne suis pas suivie. Je change mon nom de code, je deviens Isabelle, puis Philomène. J'obtiens mon permis de conduire français pour éviter de prendre souvent le train. Un soir, un homme frappe à ma porte avec insistance et me dit qu'il est un parachutiste du SOE. Son histoire tient debout, mais je sens que ça ne tourne pas rond. Je le repousse en affirmant que je ne peux pas l'aider. Depuis quelques jours, les agents doubles allemands jouent à la provocation et tentent de s'infiltrer dans mon réseau. Bleicher aime jouer de ses ennemis plutôt que de torturer. Il aime faire l'inverse de la Gestapo. Je décide de déménager dans un nouveau 3 pièces, place Ollier. C'est un square élégant entouré de maisons bourgeoises de 6 étages. Le genre d'endroit où les dentistes et les avocats aiment faire leur petite vie. J'apprends également l'arrestation de Jerry Morel, un officier expérimenté de la section F. Avec Guth, Marcel Lassia et Élisée Allard, nous élaborons un plan pour le sortir de là. Morel a pris un comprimé du SOE, qui provoque des symptômes similaires à ceux de la typhoïde. Des gardiens de notre réseau réussissent à le transférer dans un hôpital pénitentiaire près des bureaux de Guth, à Limoges, pour une intervention abdominale. Après l'opération, Morel est transféré d'une cellule gardée par des militaires lourdement armés à une annexe surveillée par un seul policier. Le chirurgien, un sympathisant, déclare qu'il ne peut pas marcher, vu son état post-opératoire. Morel profite de l'assoupissement du policier pour enfiler la blouse blanche d'un médecin et, avec l'aide d'une infirmière complice, escalade l'enceinte de l'hôpital. On lui donne des vêtements civils, du sucre et du rhum, puis il se rend à l'une de mes planques. Le prisonnier précieux pour Vichy s'est évadé grâce à mes soins. Cela montre à quel point et de quoi je suis capable. D'ailleurs, j'ai libéré d'autres agents du SOE qui étaient prisonniers dans des camps français. Ils m'ont toujours remercié de leur avoir rendu la liberté et de les avoir aidés à retourner à Londres. En juin 1942, Buckmaster me demande de rentrer à Londres pour une discussion personnelle sur des projets de la section F. La demande devient un ordre lorsque Baker Street est informé par le consul américain Marshall Vance, qui a été interrogé par la sûreté française pour savoir s'il me connaissait. Heureusement, il a nié et a prévenu le MI6 lors d'une visite à Berne. Je suis devenue une cible et mon entreprise est compromise. Baker Street m'informe que mon travail a été apprécié et qu'il est temps de discuter de mon avenir. Cette formulation m'indigne. Je ne veux pas retrouver mon ancienne vie. J'ai alors mis dans ma poche Ben Comber, qui allait devenir mon puissant allié et qui va envoyer un rapport à Londres pour souligner l'importance de mon travail. Je promets donc de réduire mes opérations, de changer à nouveau d'appartement et de ne plus voir qu'une poignée de contacts, parmi les plus attentifs à la sécurité. Pour les autres, je cesserai d'exister. Je ne rentrerai pas, je n'en ai pas l'intention. Après que se soient échappés des agents du SOE du camp de Mozac, les Allemands savent désormais que Vichy ne contrôle pas la résistance intérieure. Alors, ils ordonnent à Vichy de délivrer des cartes d'identité françaises à leurs agents de la Gestapo pour pouvoir s'infiltrer au sein de nos réseaux. À Lyon, je suis la personne la plus recherchée par les nazis. On me surnomme la dame qui boite. Au mois d'août, Nicolas Boddington vient à Lyon pour discuter de mon avenir. Je plaide pour le fait que je dois continuer à occuper mon poste. Beaucoup de mes amis haut placés souhaitent me tenir à l'écart du danger. Alors que j'ai beaucoup à faire pour libérer davantage d'agents, en recruter d'autres et contribuer à l'intensification de la campagne de sabotage. Boddington cède et recommande à Londres d'annuler mon rappel. Baker Street finalement accepte et demande au New York Post de confirmer mon affectation et de commander d'autres articles pour pouvoir maintenir ma couverture. Je reçois 750 000 francs par l'intermédiaire de l'attaché militaire américain à Vichy pour que je puisse poursuivre mon travail.
Pour apaiser la rivalité entre les agents du SOE à Lyon, on décide de désigner un commandant en chef. On pense à un Français pour apaiser la fierté nationale. Finalement, et à mon grand désarroi, ce n'est pas moi, mais Georges Duboudin, nom de code Alain. Au début, les Allemands pensaient que les femmes ne s'occupaient pas de choses aussi sales que la résistance. Mais la Gestapo découvre que de plus en plus de Françaises jouent un rôle actif au sein de la résistance, en étant coursières, en passant de l'argent, des messages ou des armes d'un agent à un autre. Si ces femmes sont prises, elles sont soumises aux pires tortures mises en œuvre par le régime nazi. Je continue donc mon rôle en France, et je demande à Londres si on peut m'envoyer une personne pour pouvoir utiliser mes contacts. Il faut que ce soit un homme de première classe, expérimenté, avec de l'autorité et prêt à prendre des responsabilités et à mener une vie désagréable et surtout qui ne se plaint pas. Certains des hommes étaient de véritables gamins. Certains perdaient leurs papiers ou leur argent et à chaque fois, je devais leur redonner de l'argent et refaire leurs papiers. Franchement, j'en avais marre de jouer les mamans. Ben Coburn revient à Lyon pour m'aider à préparer ma mission, qui consiste à faire sauter les lignes à haute tension autour d'une centrale électrique et à persuader des ouvriers sympathisants dans une usine d'aviation locale d'introduire des abrasifs dans les machines. Coburn veut que je reste discrète, car le cercle des arrestations se resserre autour de moi. Mais ce n'est pas dans ma nature. Au cours de ce mois d'août, je travaille avec 6 pianistes. Ce sont en fait le surnom des opérateurs radio. 25 organisateurs formés par le SOE en zone libre et sur 8 réseaux différents dans toute la France. Je les aide dans plusieurs domaines différents comme le sabotage, le parachutage, la collecte de renseignements et la réception d'1 tonne de matériel livré par mer. J'étends ma sphère d'influence jusqu'à Paris. Je sais que je prends de gros risques, mais le risque zéro n'existe nulle part. Quoi qu'il en soit, à l'été 1942, les Allemands ont atteint la Volga et les troupes du général Rommel atteignent les portes du Caire. Ils dominent sur tous les fronts, mais les États-Unis commencent à s'intéresser aux pays occidentaux. Et c'est pour ça qu'en juin 1942, ils fondent l'Office of Strategic Service, plus connu sous le nom d'OSS. Les Américains préparent une offensive massive commune avant d'envahir l'Europe. Le SOE sait que cette opération va avoir lieu dans quelques semaines, en Afrique du Nord, sous le nom de code Opération Torche. Il sait également que cette offensive va pousser Hitler à prendre le contrôle de la zone sud. Les nazis auront alors le contrôle de toute la France. Mes amis, même ceux qui sont bien placés, ne pourront plus me protéger. Mais en attendant cette opération, nous avons encore beaucoup de boulot en zone libre. J'ai reçu l'ordre d'envoyer Coburn saboter tout le réseau ferroviaire autour de Lottier, dans le centre du pays. J'ai reçu également 200 000 francs pour armer et instruire des groupes qui, le moment venu, prendront le contrôle de la gare de Perrache et d'un aérodrome voisin, et en profiteront pour faire sauter une centrale électrique. Je dois m'occuper également de faire évader les agents avant qu'il ne soit trop tard. Olive, qui s'occupe de la Côte d'Azur, a été arrêtée le 18 août. Car un coursier qui transportait un microfilm sur les défenses côtières de Sicile dans une valise diplomatique s'est fait arrêter. Nous avons essayé de le faire évader pendant son transfert dans la prison de Montluc à Lyon, mais au moment d'intervenir, il nous a fait signe de ne pas le libérer car sa maîtresse était là, une certaine mademoiselle Meunier. Elle était devenue dangereuse. Elle menaçait de vendre tout ce qu'elle savait à la Gestapo parce qu'elle en avait marre. J'ai décidé d'alerter Baker Street. On m'a répondu que je pouvais essayer d'acheter mademoiselle Meunier, mais si c'était impossible, j'avais les pleins pouvoirs. J'étais donc autorisée à éliminer la maîtresse de mon collègue stupide. Mais je devais tirer Olive de cette situation. On était trahis par les femmes et les maîtresses de nos agents de toutes parts. J'avais demandé expressément d'autres pilules à Londres. J'ai compris alors une chose. Pour survivre, il faut désormais tuer. Maintenant, j'ai le sentiment d'être constamment surveillée. Il y a des visages que je vois trop souvent. Et je pense que ce ne sont pas des coïncidences. Le bruit des pas derrière moi me donne des frissons. Et je remarque que les Citroën noirs de la Gestapo sont fréquemment là où je me trouvais. Je me faufile dans les ruelles, fondant dans les traboules, et je reste dans l'ombre. Je jette des regards vers les fenêtres au-dessus de moi en cas de mouvement brusque, et j'espère me rendre invisible à leurs yeux. Je me souviens d'une journée chaude de 1942. Je devais aller à l'appartement de Joseph Marchand pour dire à Grégoire, l'opérateur radio, m'envoyer à Londres des messages de dernière minute. Je ne sais pas pourquoi, mais à quelques mètres de l'immeuble, j'ai eu comme un pressentiment. Je me suis donc dirigée vers un marchand de journaux et je lui ai demandé le journal. En me rendant la monnaie, le marchand m'a dit en murmurant que la police était là. J'ai donc fait demi-tour
et je ne suis jamais retournée là-bas. J'ai eu énormément de chance ce jour-là. Peu de temps après, j'ai appris que Grégoire et ses complices avaient réussi à cacher le poste émetteur au-dessus du placard de cuisine. Ils avaient tous fait semblant d'être au milieu d'une partie de cartes, et les Allemands ont alors pensé que les signaux devaient devenir de plus haut dans le bloc, mais cette planque était désormais grillée. Heureusement, notre adresse n'était pas encore compromise. Édouard Zeff, mon opérateur radio, après avoir émis des messages pour Londres, a également eu la visite de la Gestapo. Ils lui ont demandé où habitait l'Anglais. Il leur a alors signalé qu'il habitait un étage plus haut, mais qu'il était sorti. Les Allemands ont vite compris le poteau rose. Ils sont revenus sur leurs pas pour resserrer le filet. J'ai appris également que Constantin, le frère de Gauthier et de Sylvain, avait été arrêté. J'ai reçu l'ordre de m'isoler complètement de toute personne liée à l'un d'eux. Qui serait le prochain ?